Et moi, mon but premier, le premier but du système que je propose, c'est la garantie des besoins vitaux. Parce que je refuse une population qui a les capacités de faire vivre tout le monde laisse des gens mourir. C'est aussi simple que ça. Donc, la nourriture, les logements, le soin, l'éducation, ces choses-là, on doit créer un système dont le but, c'est de les garantir. Mais là, il nous faut énormément d'argent. Et pour avoir tout cet argent, je propose la mise en place d'un impôt progressif sur le patrimoine. Ok. Annuel. Alors, attends, là, j'ai une question. Ouais. Parce que dans ton stream, dans ton live l'autre jour, là, Ouais. tu as dit, dans ce système-là, il y a des impôts, un impôt annuel sur le patrimoine. Vu que cet impôt est progressif, tu ne pourras pas maintenir ton niveau de vie. Ouais. Et donc, du coup, pour les gens qui accumulent. Pour les gens qui accumulent. En fait, c'est l'idée d'un impôt qui t'empêche d'avoir un énorme patrimoine. Mais derrière, tu finances tout par le patrimoine. Donc, d'un côté, tu empêches les gens d'avoir du patrimoine, ou tu limites le patrimoine qu'ils ont, mais ton financement, ça fait par le patrimoine. Excuse-moi, c'est pas tout, parce que j'ai dit qu'on partait du système actuel, donc il y a plein d'autres sources de revenus, mais ce sera la première source de revenus en tout cas. Mais c'est pas tout, il y a encore l'impôt sur le revenu, il y a encore... ton live l'autre jour, ça m'a fait bugger, parce que je me suis dit, ah ouais, d'un côté, il limite le patrimoine, et en même temps, il finance tout par le patrimoine. Non, je finance pas tout par le patrimoine. D'accord. C'est une des premières sources de revenus, mais c'est pas tout. D'accord, parce qu'après tu as dit, moi je suis carrément pour capter le patrimoine lui-même avec un impôt progressif. Ouais. On décide des besoins vitaux et ensuite on va chercher cet argent directement sur le patrimoine. Ouais. C'est pour ça que j'ai bugué. Le problème de votre système, c'est que le financement de tous les besoins vitaux tient sur cette taxe sur le patrimoine. Mais il y a un truc que tu n'as pas compris. Attends, non, tout État public, le financement de l'État tient sur les impôts. Surprise, surprise. C'est le cas dans tous les pays du monde, tout le temps, à tout moment de toute l'histoire de l'humanité, en fait. L'État français actuellement prélève de l'argent public par les impôts, par divers impôts. C'est la TVA, c'est l'impôt sur le revenu, c'est plein d'autres impôts. Et donc, tu vas dire, ah bah du coup, tout tient sur ça. Bah oui, c'est juste nous, on prélève l'argent de l'économie à un autre point. Au lieu que ça soit sur le revenu ou sur la TVA, c'est sur le patrimoine. Mais c'est exactement pareil. La garantie des besoins vitaux, c'est plus souhaitable que juste donner un salaire aux gens et espérer qu'ils vont s'en sortir. Les prix, après, moi, c'est l'État qui les gère, qui gère le... L'État, il va devoir acheter les... Il n'y a pas de souci, je n'ai pas de problème avec ça, je garantis les besoins. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si les prix augmentent à cause d'une pénurie, à cause de tout ça, les prix vont augmenter aussi pour l'État. C'est pas les mêmes personnes. Il n'y a pas de problème. Ça ne me pose pas de problème que les prix augmentent pour l'État. Il n'y a pas de budget à allouer aux besoins vitaux. Il faut juste les garantir. Et après, on se donne les moyens, quoi qu'il en coûte. Je vais sortir. Moi, je le pose sur le papier et tout. Il faut que je vais sortir le site avec tout posé, toutes les propositions posées. Non, mais là, il faut que je le processe moi-même. C'est ce que je disais tout à l'heure avant que Mulch me gronde. Dans ma tête, c'est intuitivement, ça bug, mais là, j'ai pas fait les maths, j'ai pas tout ça, tu vois. Donc là, il va falloir que je regarde. Ça marche. Ça, c'était si tu voulais challenger ton truc. Voilà, moi, le problème que je comprends pas dans ton machin, c'est ça. Tu reviendras nous en parler, genre avec les preuves et tout. Avec les petits dessins et tout. Merci beaucoup d'être passé, Jogo. Et donc, chose promise, chose due, me revoilà. J'ai fait des petits dessins, on va les regarder ensemble. Et le truc que je voulais dire, c'est que je reviendrai pas en live. Je sors de votre dispositif. Parce que je pense que le système de live, enfin de débat, ça ne permet pas de bien réfléchir. Il y a un moment où je me suis fait insulter parce que j'ai dit que j'avais besoin de réfléchir et de poser un petit peu les choses calmement pour pouvoir bien comprendre ce que vous dites. Et donc, quand j'ai réécouté ça, là, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, on ne peut pas faire les choses bien dans un contexte de débat. Vous êtes des bulldozers. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt timide et j'ai du mal à m'exprimer. Ce qui fait qu'à la fin, moi, j'ai dit énormément de bêtises. Vous aussi. Et je pense que c'est ce format du débat, là, du combat de boxe, qui nous empêche de réfléchir bien. Donc, la proposition que je fais, moi, c'est je vous réponds en vidéo. Après, j'aimerais bien, moi, que vous me répondiez
aussi en vidéo, avec des arguments réfléchis, posés, et pas dans un live où vous allez juste disqualifier ce que je dis sur des critères un peu idiots. J'aimerais bien que vous répondiez réellement aux questions, parce que peut-être j'ai mal compris ce que vous proposiez, ou peut-être que quand j'ai construit le modèle, j'ai fait des erreurs, des choses que vous pouvez corriger, et donc je voudrais qu'on fasse ça proprement. Et du coup, allons-y. J'ai donc construit un petit modèle économique. La première chose que j'ai dû faire pour attribuer un patrimoine à une population, c'est de construire une population. Là, on peut mettre le chiffre qu'on veut, on pourrait mettre 70 millions, mais vous allez voir que mon programme, il n'est pas du tout optimisé, hein. Il fait à chaque cycle, donc à chaque année, il va faire toutes les opérations. 10 000, c'est bien, ça permet d'avoir quelque chose d'à peu près représentatif, sans que ça soit trop lourd en calcul. Ensuite, sur cette population de 10 000 personnes, je vais leur attribuer un patrimoine moyen. En France, le patrimoine moyen par ménage, il est de 446 000 €. Un ménage, c'est un foyer. Donc si on a une petite famille, ça va être un ménage. Il va y avoir un papa, une maman et des enfants. Mais un homme célibataire, c'est aussi un ménage. Une veuve qui vit toute seule dans sa maison de retraite, c'est aussi un ménage. Ce qui fait qu'en réalité, le nombre moyen de personnes dans un ménage en France, il est de 2,15. Et ça nous donne 207 441. 207 441 €. Ça constitue un patrimoine global pour mon pays, qui va ressembler à la France, de 2,7 milliards. Si je mets ici 70 millions, bon, ça va être très long à calculer, hein. Il peut mettre plusieurs minutes avec 70 millions d'agents, mais on arrive sur un patrimoine qui ressemble au patrimoine net de la France. Le patrimoine net des Français, il n'est pas constitué d'argent liquide. Le patrimoine, par exemple, de mon père, il a acheté une petite maison avec ma mère. Aujourd'hui, elle vaut peut-être 200 000 €, mais leur patrimoine, il est en dur. C'est-à-dire qu'il est constitué d'un logement. Et si on regarde le patrimoine des plus riches personnes, donc les 10 derniers centiles de la population, donc les 10% de la population la plus riche, on voit que leur patrimoine, il est constitué donc de financiers. Ça, c'est des actions, c'est de l'argent qui est placé en banque, c'est de l'argent qui est investi et qui rapporte avec un bon rendement. Il y a de l'immobilier, donc ça c'est mon père, sa maison, c'est du patrimoine immobilier, c'est de l'argent qui est immobilisé. C'est de l'argent qu'il ne peut pas dépenser. Si mon père veut récupérer son patrimoine, pour pouvoir payer un impôt, il va devoir vendre sa maison. Et enfin, le patrimoine professionnel, c'est les entreprises qu'on possède. En général, un travailleur indépendant, comme toi et moi, on a beaucoup de patrimoine professionnel. Enfin, la part du patrimoine professionnel dans notre patrimoine total est assez conséquente. Et à côté de ça, on a le résiduel. Ça, c'est ma voiture, mon violon, les différentes choses que j'ai achetées et que je possède aujourd'hui. Pour signifier ça dans mon modèle, j'ai demandé à ChatGPT d'évaluer. Alors le chiffre, il n'est pas sourcé, d'autant plus que c'est très compliqué parce que le patrimoine des personnes très riches n'est pas du tout constitué de la même façon que les patrimoines des gens comme moi. Je n'ai pas de maison à moi, je n'ai pas d'économie, je n'ai pas de livret A qui me rapporterait quelques euros par année. 100% du petit patrimoine que j'ai, en réalité, c'est du résiduel. Mais quelqu'un qui est beaucoup plus riche que moi, lui, il va avoir acheté des actions, il va avoir des obligations, il va avoir des comptes en banque qui rapportent, il va pouvoir investir, il va acheter sa maison, mais aussi d'autres maisons qui vont lui rapporter des loyers, etc. Il va être propriétaire d'entreprises. Un gars comme Bernard Arnault, par exemple, il possède LVMH. Enfin, en tout cas, un grand nombre d'actions de LVMH qui font partie de son patrimoine. Là, l'estimation de ChatGPT, c'est 62% en dur. Sur le patrimoine total de la France, il y a à peu près 62% de ce patrimoine-là qui n'est pas facilement accessible. C'est pas de l'argent,
je suis obligé de vendre quelque chose pour récupérer sa valeur. Et donc du coup, si je dois payer un impôt sur mon patrimoine et que cet impôt sur le patrimoine attaque la partie dure de mon patrimoine, je vais être obligé de vendre ma maison. Pour moi, ça, c'est déjà un premier très gros problème dont vous n'avez pas parlé. Comment est-ce que je récupère l'argent de mon patrimoine pour pouvoir payer l'impôt? À qui je vends mon patrimoine? Si je dois vendre ma maison ou des actions, je les vends à une autre personne du pays en espérant les vendre un petit peu plus cher, en espérant faire une petite plus-value. Et la personne qui va acheter ces actions-là va les acheter plus cher que ce que moi je les ai achetées parce qu'elle espère les vendre plus cher aussi derrière. Et donc, on va se retrouver avec un système interne au pays, avec des gens qui se revendent leurs biens les uns les autres, en espérant à chaque fois une plus-value, et ils vont trouver des acheteurs parce que les acheteurs espèrent une plus-value. Et ça, c'est la définition d'une bulle spéculative. Pour moi, premier problème. Mais nous en reparlerons plus tard. Peut-être que tout ça s'équilibre. Il y a les courbes qui se croisent. Donc, on va voir ça. Mais avant de continuer, on va s'intéresser à l'indice Gini, qui sert à mesurer le taux d'inégalité dans un espace économique. Quand il est à 0, on voit que tout le monde possède le même patrimoine. Mais s'il augmente, tac, 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 on voit que tout d'un coup, se forment des inégalités. Et tout d'un coup, on dessine une population beaucoup plus réaliste. L'indice Gini de la France, c'est 0,3. Si je continue d'augmenter l'indice Gini, je vais arriver à 66 par exemple. 0,66, ça c'est l'indice Gini du Brésil, qui est le pays du monde le plus inégalitaire. Si je continue d'augmenter, là on est aux alentours de 88. Ça c'est l'indice Gini de la Terre. C'est-à-dire que si on regarde la population à l'échelle planétaire, les gens les plus riches ici possèdent beaucoup plus d'argent que toute la population qui vit dans les pays les plus pauvres. Si on pousse au maximum et qu'on arrive sur 1, alors là, on voit un petit défaut de mon modèle, parce que moi, je reconstitue une courbe de Lorenz selon l'indice Gini pour construire ma population. Mais en réalité, quand l'indice Gini est à 1, 100% de tout l'argent du monde est possédé par une seule personne. Et donc, je vais régler mon indice Gini sur 0,3 parce que je veux représenter un peu la France. Maintenant, j'ai une population qui a un patrimoine moyen. Cette population, elle est répartie selon l'indice Gini de la France. Et donc, je l'ai divisé en paquets de 100, ça s'appelle un centile. Je peux déduire de cette population un certain nombre de choses. Donc, je recalcule l'indice Gini parce qu'on a envie de voir l'indice Gini descendre, monter, voir si ce qu'on a fait améliore ou au contraire aggrave les inégalités dans le pays. Il y a une CID, il y a un peu de RNG dedans. Donc si vous voulez refaire un tirage et tout ça, vous allez voir que la population elle est redessinée à chaque fois. L'idée c'est d'avoir un point de départ à peu près réaliste. Si je fais play, les années passent mais rien ne se passe. Parce que ce qui nous manque encore, c'est bien sûr la croissance. Et donc la croissance, elle est ici. J'ai regardé en France, on a un taux de croissance de 1,2%. On avait 1,2% en 2024. En 2025, on attend 0,8%. On pourra s'amuser à le faire monter et descendre pour voir l'effet que ça peut avoir. Je représente la croissance future par cette toute petite barre verte ici. Et vous allez la retrouver ici. Mais on va zoomer dessus. Si je lance le système, donc en faisant passer une année, on voit ce qui se passe. Donc la croissance est additionnée au patrimoine total. Et on va voir ce qui se passe avec le temps. Et on voit que effectivement le patrimoine global grandit. Et par contre, l'indice Gini recalculé, il a augmenté. C'est-à-dire que on voit que cette croissance-là, que moi je modélise par un chiffre qui est le chiffre de la croissance, mais en réalité c'est pas comme ça que ça marche, c'est le rendement du patrimoine. Là on a Piketty qui nous explique qu'en réalité les gens qui ont un petit patrimoine ont un rendement sur leur patrimoine qui est très faible, proche de l'inflation dit-il, alors que certains patrimoines très élevés
ont un taux de rendement qui est de l'ordre de 7 à 8%. La dérégulation financière a sans doute conduit à accentuer l'inégalité d'accès à des rendements du capital très différents et permet à des très gros patrimoines financiers d'avoir des rendements exceptionnels et sans commune mesure avec ce qu'un patrimoine de 50 000 euros ou de 100 000 euros ou même de 500 000 euros peut espérer obtenir. Donc on a ça, ce phénomène général du R plus grand que G en moyenne est considérablement accentué par l'inégalité du rendement du capital qui pour beaucoup de gens pour le coup n'est pas du tout très élevé, peut même être proche de l'inflation à peine, et puis pour d'autres va être de 7-8% par an. Ce qui fait qu'en réalité, mon taux de croissance qui est ici, je le redistribue entre mes agents en tenant compte approximativement de ce que décrit Piketty. C'est-à-dire que les gens qui ont moins de la médiane ont pas de croissance. Ils ne touchent rien. Hein, ça, c'est ce qui se passe dans la réalité. Mais les plus hauts patrimoines, eux, vont bénéficier plusieurs fois de la croissance. Là, par exemple, on voit que par de la croissance totale, 9,8%, croissance reçue 2,2%. Donc là, dans le modèle tel que je l'ai fait, j'ai pas été aussi loin que ce qui est décrit par Piketty dans la réalité. On a nos plus riches qui vont toucher à peu près le double de la croissance totale pour que les plus pauvres n'en touchent rien. C'est ce qui fait que quand je fais tourner le système, on voit que la croissance augmente parce que le patrimoine total augmente. On voit que les gens deviennent de plus en plus riches au-dessus de la médiane, mais on voit aussi que notre indice Gini continue d'augmenter et les inégalités se creusent. Encore une fois, mon modèle il est approximatif, mais on voit qu'en appliquant ce système de rendement sur le patrimoine, ceux qui ont un gros patrimoine touchent beaucoup de croissance et ceux qui ont un petit patrimoine ou pas de patrimoine ne touchent rien. Moi, factuellement, je n'ai pas de patrimoine et je ne touche rien. Chaque année, mon patrimoine ne grossit pas puisque je n'en ai pas. Si je touchais 1,2% de zéro, je reste à zéro en réalité. Piketty explique que ce qu'on appelle la croissance, c'est la somme de ces rendements qui fabriquent la croissance. Pour modéliser ça, moi je voulais avoir un chiffre de croissance et donc je prends ce chiffre-là et je le répartis entre mes agents avec une courbe qui ressemble à ce que décrit Piketty. Mais encore une fois, c'est un modèle pour visualiser les mécaniques. Et donc maintenant, nous allons mettre en place notre impôt sur le patrimoine. Le voilà, toutes mes tranches payent 0%, donc je n'ai pas d'impôt sur le patrimoine. Donc là, on va pouvoir dessiner les tranches. C'est-à-dire que la tranche 1 de 0 € à 150 000 €, ici on voit la barre bleue. Tranche 1, c'est en bleu. Ici, on la voit. Ça concerne toutes ces personnes-là. Et ces gens-là vont rien payer du tout. Jusqu'à 200 000 €, ça concerne toutes ces personnes-là. Donc là, on est déjà un peu au-dessus de la médiane. Moi, je propose qu'on continue de ne pas imposer les gens dont on vient de voir que leur patrimoine n'augmentait pas. Et donc, on va commencer à imposer à la tranche 3, en jaune, ici. Donc, jusqu'à 280 000, on va mettre 1 €, enfin 1%, pardon. Hop. Sur la tranche 4, jusqu'à 500 000 €, donc tous ces gens-là, ici, avec la barre orange qu'on voit, on va leur mettre 2%. OK. Et les gens les plus riches, on va leur mettre 4%. OK. Donc ça, c'est un impôt progressif, tel que vous le décrivez. Les personnes les plus pauvres ne payent pas d'impôt. Et dès qu'on commence à avoir du rendement sur son patrimoine, bon, on va l'attaquer. L'impôt qu'on va prélever, il est représenté ici, dans cette barre verticale, que je mets à côté de la croissance. Comme ça, ça me permet de les comparer. Voyons ce qui se passe quand je fais passer le temps avec cette croissance qui est répartie donc, sur les personnes les plus riches et cet impôt qui est réparti sur les personnes les plus riches. Hop. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On voit que le patrimoine des personnes les plus riches va diminuer. Je prélève 4% de gens qui ont un rendement croissance reçue 1,6%. Et donc là, on voit que les personnes du dernier centile
vont payer 1,7% de leur patrimoine en impôts et ne reçoivent que 1,6% de la croissance qui revient. Par conséquent, leur patrimoine est attaqué. Il descend. Mais les gens qui sont dans la tranche en dessous, qui ne payent que 2% d'impôts, bon ben ceux-là, leur patrimoine va continuer d'augmenter, ce qui explique qu'on a cette forme de plateau qui se forme. Les gens les plus riches voient leur patrimoine attaquer, diminuer, alors que les personnes un peu moins riches voient leur patrimoine continuer d'augmenter. Ma dernière tranche d'impôt s'élargit, elle concerne de plus en plus de monde, et par conséquent, le plateau s'élargit. Et petit à petit, on arrive à une situation qui est celle-ci. Regardez ce qui se passe. Nous avons réduit les inégalités entre les riches, mais pas du tout les inégalités avec les pauvres. Mais surtout, on voit qu'il y a un moment où effectivement, comme vous le disiez, les courbes se croisent. La quantité d'argent qui re-rentre dans le système est constante, puisque j'ai une croissance constante. Mais par contre, l'impôt prélevé, lui, il augmente proportionnellement au patrimoine. Et donc, on va arriver inévitablement à un moment où l'impôt prélevé va égaler le taux de croissance. Et à ce moment-là, on voit que ça se ralentit, ça se bloque, ça se verrouille. Et le patrimoine total cesse d'augmenter parce que 100% de la croissance est immédiatement prélevé par l'impôt. Ce qui fait qu'en fait, votre impôt sur le patrimoine, ce qu'il fait, c'est qu'il réduit les inégalités entre les riches, mais pas dans la population. Donc ça ne corrige pas les inégalités. On voit que notre Gini s'est stabilisé à la hauteur de 0,34. Vous avez rendu Elon Musk plus pauvre qu'il ne l'était avant. Mais surtout, 100% de la croissance est immédiatement absorbée par l'impôt. Donc, on va pouvoir faire des choses avec cet impôt. Et ça, c'est ce qu'on va voir par la suite avec votre histoire de biens vitaux. Mais on voit qu'il y a quand même un problème déjà dans l'impôt sur le patrimoine, c'est qu'il est corrélé à la croissance. Typiquement, si la croissance chute, immédiatement, on voit que le patrimoine des Français est attaqué. Et on se retrouve à devoir vendre du patrimoine pour pouvoir payer l'impôt. Et c'est là où on arrive dans la situation dont je parlais tout à l'heure, à qui je vends mon patrimoine pour pouvoir payer l'impôt. Et quand je fais ça, je rends tout ce bloc de gens plus riches, là, toute cette moitié de la France qui paye l'impôt, plus pauvres. J'attaque leur patrimoine. Et ce patrimoine qui est attaqué, soit ils se le revendent entre eux et on fabrique une bulle spéculative, soit ils le vendent à l'étranger, et à ce moment-là, on a une vraie fuite de capital vers l'étranger. On est en train de vendre des hôtels particuliers à des gens du Qatar ou des milliardaires chinois. Hein. La croissance, c'est le vrai moteur de l'impôt sur le patrimoine dont vous parlez. Quand vous parlez de créer un impôt sur le patrimoine, BPT en a parlé un peu. Hein. Il a bien dit que effectivement, la croissance, vous comptez sur la croissance, mais s'il n'y a pas de croissance, à ce moment-là, le patrimoine est très sévèrement attaqué jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des pauvres qui ne peuvent plus payer l'impôt. Si je laisse l'impôt sur le patrimoine comme ça, on voit que là, le patrimoine de ces gens-là, qui sont donc maintenant passés dans la tranche 3, continue de descendre. Donc ça, c'est la situation actuelle. J'ai mon patrimoine, et donc je fais passer le temps, et donc si la croissance baisse, si la croissance monte, et donc je peux... En fait, la croissance, c'est ça qui fait que votre impôt rapporte de l'argent et que les gens deviennent de plus en plus riches, ou au contraire, c'est ça qui fait qu'on est en train de vendre la France. Tout simplement, Bernard Arnault, pour payer ses impôts, va devoir vendre LVMH à des Chinois. Il n'a pas le choix. Donc ça, pour moi, déjà, énorme bug. Ça n'est pas possible. Et surtout, je pense que vous n'avez pas compris à quel point cet impôt sur le patrimoine est corrélé directement à la croissance et à quel point, en réalité, il consomme la croissance. C'est-à-dire que cet impôt-là empêche la croissance de rentrer dans le système. Vous prélevez directement la croissance.
Et si par malheur, la croissance chute, comme c'est le cas en ce moment, pour pouvoir payer l'impôt, il y a un moment donné où des gens qui ne possèdent grosso merdo que leur maison vont être obligés de vendre leur maison. Donc pour ça, je pense que l'impôt sur le patrimoine, c'est de la merde. Que fait-on de ces impôts qu'on prélève? Selon Badmulch et BPT, on va financer la production des biens vitaux pour les personnes qui en ont besoin. On va garantir que tout le monde a accès à un certain niveau de vie, qu'ils appellent les biens vitaux, qui devront être financés par cet impôt-là. Et donc là, j'ai trouvé pas mal de sources pour avoir le logement, l'alimentation, l'énergie, transport de base, santé et un minimum de participation sociale. Donc ça, c'est-à-dire une norme de vie décente. C'est-à-dire quand on dit minimum de participation sociale, ça veut dire pouvoir aller à un resto de temps en temps, pouvoir sortir, rencontrer des gens, partir peut-être un peu en vacances, des choses comme ça. Là, ça, selon l'IRES, je ne sais pas ce que c'est évalué à peu près à 1800 € par mois. Ça représente 21 600 € par an. Alors, je pense que ce que décrivent Badmulch et BPT, ça n'est pas un niveau de vie décent. Ce qu'ils proposent, on pourrait dire par exemple que c'est le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, le seuil de pauvreté, il est à 1288 € par mois. Et donc, si on veut garantir aux personnes les plus pauvres d'avoir l'équivalent du seuil de pauvreté, il faut qu'on mette à peu près 15 000 € par an. Combien de personnes ça concerne? Alors, dans mon modèle, là, je vais représenter ça par un pourcentage de la population. Et j'ai regardé un petit peu, aujourd'hui en France, quel est le pourcentage de la population qui aurait besoin de ça. Selon l'INSEE, il y a 15,4% de la population française qui vit sous le seuil de pauvreté. Et donc, je trouve que c'est pas déconnant, 15%. On arrive à cette somme-là. Donc, on voit que c'est déjà à peu près la croissance. Et donc, pour pouvoir financer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recalculer les tranches. Donc, on répartit nos tranches d'impôts sur le patrimoine actuel de la population. Et on va regarder quel taux d'imposition on doit mettre pour pouvoir atteindre cette barre. Donc, je fais ça. Hop. Et là, il me calcule automatiquement des taux d'impôt progressifs. Donc, j'ai un petit algorithme qui fait ça. On essaye de doubler à chaque tranche et de répartir la somme à trouver sur nos 4 tranches là sans jamais attaquer la première. Mais en réalité, ceux qui sont sur la tranche 2 commencent déjà à payer un petit peu d'impôts parce que sinon on s'en sort pas. Hein. Et donc voilà le système de Badmulch et BPT. Nous avons un impôt progressif sur le patrimoine qui est très élevé, vraiment très élevé, pour pouvoir financer, garantir, comme ils disent, les biens vitaux. Et donc, que se passe-t-il si on fait ça? On voit que ça marche plutôt bien. Et là, il y a un vrai problème de logique dans ce qu'ils proposent. En fait, le patrimoine, il est régénéré parce que cet argent que tu as pris par l'impôt, tu le reverses sous la forme de salaires qui peuvent être très élevés pour être très incitatifs. Et du coup, le patrimoine, il est régénéré. En fait, l'argent, il circule. Tu le prends, tu le reverses aux fonctionnaires qui fabriquent la nourriture et les besoins vitaux. Et ces fonctionnaires qui utilisent cet argent pour se constituer un patrimoine qui sert à financer le salaire. C'est cette boucle-là. Pas vraiment, parce que l'impôt est progressif. Je ne sais pas si c'est vraiment important la progressivité de l'impôt. Pour BPT et Badmulch, l'argent qui est prélevé par l'impôt sur le patrimoine va re-rentrer dans le système parce que, en réalité, l'argent qui est dépensé dans la production des biens sociaux et tout se retrouve réinjecté dans le patrimoine. Ça, les amis, c'est ce qui se passe dans un monde imaginaire. Ça n'est pas la réalité. Nous allons maintenant regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que produire quelque chose. Donc, on reset le système. Et je voudrais maintenant qu'on regarde un petit peu le coût de production. Là, c'est 15 000 € pour 15% de la population qui est représentée dans cette barre-là. Qu'est-ce que c'est en réalité?
Et ça n'est pas du tout que du salaire. Le salaire dans le coût de production, ça représente aujourd'hui 42% du coût de production. Là, et le reste, donc les 58% qui restent, ici, c'est ce qu'on appelle les coûts intermédiaires. Si je produis 1 litre de lait, je suis paysan, je produis 1 litre de lait. Donc déjà, pour produire ce litre de lait-là, c'est pas moi qui vais le faire. Je vais pas fabriquer le lait avec mes petites mains et mon salaire ne va pas suffire. Le coût de production du lait, ça va être mon salaire plus les vaches, plus le prêt bancaire que j'ai pour payer le hangar où je mets les vaches, plus la bouffe des vaches, plus les frais vétérinaires. Si je veux le vendre dans un supermarché, il va falloir que je le pasteurise. Il faut que je le transporte depuis chez le producteur jusqu'à l'usine qui va pasteuriser le lait. Une fois qu'il est pasteurisé, je vais devoir le retransporter jusqu'à une autre usine qui va le mettre dans des briques. Mais pour ça, il faut acheter des emballages. Si je regarde les documentations de l'OFPM, qui est l'Observatoire des marges, le litre de lait à produire, le producteur le vend 0,49 centimes et il sera vendu dans le supermarché 1,7 €. Mais on voit que dans ce 0,49 €, tout cela n'est pas le salaire du paysan. C'est le salaire du paysan, plus le remboursement de ses prêts bancaires, plus la bouffe des vaches, plus les frais vétérinaires, etc. etc., etc. Et il y a autre chose que je voudrais mettre en valeur aussi, parce que c'est quand même très important, c'est que parmi les coûts intermédiaires, il y a des choses qu'on doit importer. Il y a des choses qu'on ne peut pas fabriquer en France, qui viennent forcément de l'extérieur. Alors c'est très variable, j'ai regardé, j'ai essayé de chercher des chiffres, c'est entre 0 et 40% en fonction des industries. Un producteur de lait bio en France, il va avoir très peu d'importations, peut-être quelques médicaments qui viennent de Chine, je ne sais pas, peut-être qu'il va faire venir de la nourriture ou je ne sais pas quoi et tout, mais en réalité, à part l'essence qu'il met dans sa voiture, la part d'importation dans sa production est très faible. Mais une entreprise comme Total, qui produit de l'essence à partir du pétrole, c'est pas loin de 40%. Ce qui fait que 20% de ces 58%, ça nous fait donc 12% ici et 46% ici. Et l'importation, c'est important de le prendre en compte parce que si je ne veux pas que l'argent de la France parte vers l'étranger, il faut que je fasse un truc qui vient rajouter un coût à la production, qui est le rééquilibrage de la balance commerciale. C'est-à-dire que si je dois importer 1 milliard de pétrole en France, si je ne vends pas 1 milliard de choses à l'étranger, alors à ce moment-là, eh bien la France est en train d'envoyer de l'argent à l'étranger. Pour éviter ça, il faut rééquilibrer la balance commerciale. Et donc, sur le coût total de production de mes biens vitaux, là, il faut que je rajoute une petite barre qui est la production nécessaire au rééquilibrage de la balance commerciale. Ce qui est réinjecté dans le patrimoine est très inférieur à ce qu'on a dépensé. Et il y a un autre truc que Badmulch et BPT n'ont pas pris en compte, c'est que moi, mon salaire, je vais le dépenser. Et je vais le dépenser comment? Je vais le dépenser en allant manger dans des bons restaurants, en partant en vacances, en allant au cinéma. Et donc, mon salaire, il ne devient pas du patrimoine, il devient du caca. Si j'achète un éclair au chocolat, que je le mange, ce qui reste à la fin, c'est mon caca. Et je ne peux pas mettre mon caca à la banque. Et en réalité, si on regarde ce qui se passe en France, le taux d'épargne moyen des Français, il est à 19%. La partie qui est réinjectée dans le patrimoine de tout ce que j'ai dépensé, c'est seulement 19% de 42% du coût de production. C'est cette petite barre violette que vous voyez ici. Et on voit que par rapport à la croissance à 1,2%, elle est très petite. Ce que je veux dire, c'est que si les prix augmentent à cause d'une pénurie, à cause de tout ça, les prix vont augmenter aussi pour l'État. C'est pas les mêmes personnes. Il n'y a pas de problème. Ça ne me pose pas de problème que les prix augmentent pour l'État. Il n'y a pas de budget à allouer aux besoins vitaux. Il faut juste les garantir. Et après, on se donne les moyens, quoi qu'il en coûte. Badmulch et BPT nous expliquent que la production des biens vitaux garantis par l'État se fera par l'impôt sur le patrimoine. Il faut donc que je calcule les taux d'impôt
de manière à ce que mon impôt couvre le coût de production des biens vitaux. Donc là, j'ai créé une petite fonction ici qui va faire un calcul automatique. Et là, on voit que nous avons à peu près tout qui marche. On a des biens vitaux qui sont produits, financés par un impôt, et nous réinjectons dans le patrimoine la croissance plus la petite part du salaire épargné. Si je lance ça, on va voir que ça marche pas mal. On voit que toujours, il va y avoir cette formation en palier, puisqu'en réalité, il y a ceux qui ont un rendement sur leur patrimoine et ceux qui n'en ont pas. Alors, j'ai pas mis l'inflation dans le système. Je le ferai peut-être un jour. Ça m'intéresse de comprendre comment marche l'inflation. Mais, très rapidement, on va voir qu'il y a un problème qui va se poser. C'est que, du coup, ça se stabilise. Maintenant, on n'a plus de croissance. Hein. La croissance, elle est dévorée immédiatement par l'impôt sur le patrimoine. Elle sert uniquement à financer la production des biens vitaux garantis par l'État. Et sur cette production-là, il n'y a que 19% de 42% qui revient dans le patrimoine. On a un système qui est complètement sclérosé tant qu'on a de la croissance. Si la croissance augmente, tant mieux. Là, à ce moment-là, le système repart et on voit que mon impôt, va même rapporter plus d'argent. Il permet de faire diminuer la dette. Vous voyez, on avait accumulé un peu de dette au début et à ce moment-là, ça remarche. Okay, mais si la croissance descend, je vois que mon Elon Musk, donc la personne la plus riche du monde, et enfin du système, est en train de devenir de plus en plus pauvre. Je suis en train d'attaquer son patrimoine. Les autres, bon, ils s'enrichissent pas. Hein, et du coup, mon impôt, il plafonne. Il ne suffit pas à payer, à garantir les biens vitaux. Et je m'endette. Donc là, il n'y a rien qui marche. On revient sur une situation stable. Et donc, nous voilà stabilisés. On voit que la croissance est dévorée par mon impôt sur le patrimoine, mais mon impôt sur le patrimoine suffit bien à payer tout ça. Sauf que maintenant, BPT et Badmulch nous expliquent que... Comment est-ce que tu me fais devenir égoutier? Ah, bah j'augmente le salaire jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien le faire. Genre, tu dis les égoutiers, ils sont payés 20 000 € par mois. Quoi. Si personne veut le faire, même je dirais 22 000. Et si personne veut le faire, je dirais 23 000. Après, si personne ne le fait, je dirais 24 000. Il pourrait y avoir de l'inflation. Moi, ça me pose pas de problème qu'il y ait de l'inflation dans le système que je propose, puisque je peux continuer d'augmenter les salaires autant que je veux. J'ai créé un système de crise, et donc nous allons multiplier le salaire des gros flemmards. Ok? Que se passe-t-il si j'augmente un petit peu le salaire? Alors là, j'ai multiplié les salaires par 3, et tout d'un coup, mon système, il est plus financé. Hein, parce que l'impôt sur le patrimoine, il peut pas dépasser la croissance. Hein. Si la croissance diminue, il est de moins en moins financé. Et je vends LVMH aux Chinois. Il y a une autre forme de crise aussi qui peut être intéressante et à laquelle BPT et Badmulch n'ont pas beaucoup parlé. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle. Le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher. Trop cher. C'est notre richesse qui s'en va et notre façon de vivre qui est menacée. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. En 1973, il y a eu un choc pétrolier. La France a connu une croissance de moins de 2% à cette époque-là. Si maintenant, je repars sur cette base-là et que tout d'un coup, j'ai un choc pétrolier, vous voyez que là, l'importation augmente, donc l'exportation que je dois faire augmente aussi. Donc le coût de l'importation dans la production de l'exportation augmente. Et là, ça y est, c'est terminé. Mon système, il ne le finance plus. Donc si je veux le financer, le seul moyen que je peux faire, c'est d'augmenter les taux, ici. Et là, c'est ce que propose Badmulch et BPT. Ils disent, quoi qu'il en coûte, on finance. On s'en fout, on tape dans le patrimoine. Alors, augmentons les taux d'imposition, ok? Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben forcément, dès que mon imposition dépasse la croissance, le patrimoine est rongé, donc le patrimoine descend, donc l'impôt sur le patrimoine descend aussi, et je fais baisser le patrimoine jusqu'à retrouver un point d'équilibre. Et là, vous voyez que ma dette, elle continue de s'accumuler.
Si je recommence l'opération, le patrimoine descend et je continue de ne pas financer mon système. Le patrimoine descend, je continue. Et là, je suis juste en train de rendre tout le monde pauvre. Alors là, effectivement, on a un indice Gini qui est à 0. Hein. Voilà. Mais parce que plus personne n'a d'argent. Plus personne n'a de patrimoine. Regardez, notre patrimoine médian est égal au patrimoine moyen et il est très en dessous de notre point de départ. Et si je veux continuer ça encore et encore, bah là, je peux même plus. Parce que tout le monde est déjà imposé à 100%. Donc, comment ça se fait ça? Ah bah donc il reste plus que les pauvres en fait. Tout simplement. Il reste plus que les gens qui ne sont pas imposés en fait. Donc ceux qui sont dans la tranche 1. Et effectivement, il ne reste, voilà, exactement, vous voyez, ah bah c'est spectaculaire comme démonstration. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai un petit bug d'affichage. Ça devrait être le bleu ici. Tout devrait être bleu. Parce qu'en réalité, 100% de la population a moins de 155 000 euros. Donc voilà. C'est ça que vous nous proposez, Banmul chez BPT. Hein. C'est un système qui ne finance pas la production des biens vitaux, qui est entièrement corrélé à la croissance, et qui, si la croissance n'est pas suffisante, fait que vous défoncez le patrimoine des Français. Vous ne financez pas la production des biens vitaux garantis par l'État. Vous ne la financez jamais. Le seul moyen de la financer, c'est quand vous réussissez à avoir un taux suffisamment élevé de croissance. Là, les pauvres, ici, les gens qui sont ici, qui ont besoin de ces biens vitaux-là, je vous rappelle qu'ils mangent à la cantine et ils dorment dans des chambres d'hôtel dans votre système. C'est de la charité que vous faites. Ça n'est pas du tout de la correction d'inégalité. Bref, votre truc, ça ne marche jamais. Ça ne peut pas marcher. Et ça me sidère que vous vendiez ça comme un truc vraiment ultra carré, bien réfléchi et tout, parce que vous n'avez pas fait ce travail. Hein. C'est sûr et certain. Vous n'avez pas réfléchi à comment fonctionne votre truc. Hein. L'indice Gini qui baisse, il baisse par le haut, pas par le bas. Vous n'êtes pas en train d'améliorer la condition des pauvres. Vous êtes en train de détruire les riches et de vendre la France à la Chine et au Qatar. 14 000 milliards d'euros. Le budget d'État, et je prends le chiffre le plus large parce que je compte tout ce qui est les cotisations sociales et tout dedans, donc toutes les caisses de la sécurité sociale, c'est 1600 milliards en total. Donc avec un impôt de 6%. Un dixième des patrimoines. Le budget total de l'État annuel français, c'est 1/10 de tous les patrimoines privés. Tu vas prélever un impôt sur ce patrimoine-là, sur ces 400 milliards-là, et donc du coup le patrimoine va descendre. On prélève à la même somme qu'aujourd'hui. On prélève 1600 milliards comme aujourd'hui. Peu importe le patrimoine, hein, si vous voulez, on peut mettre 14 000 milliards. 14 000 milliards. 140 milliards. 14 000 milliards. Ok? Donc ça, c'est 14 000 milliards. Et là-dessus, on va faire un impôt de 10%. On veut récupérer 1,6 milliard. Donc c'est plus que 10%. Hein. Si je fais 10%, je récupère 1400 milliards. Vous parlez de 1600 milliards. On n'est pas à 200 milliards près. Faisons un impôt à 10%. On se retrouve effectivement. Donc là, je remets ma barre d'impôt à l'échelle. Là, ça, c'est ma croissance. Hein. La croissance, c'est 1,2% du patrimoine. Et donc, on voit bien que les 1600 milliards, enfin 1400 milliards qu'on prélève avec cet impôt de 10% sur le patrimoine, on voit bien qu'il est très largement supérieur à la croissance. Là, on ne va pas s'occuper des inégalités. On va juste voir ce qui se passe. Voilà, merci, au revoir. Vous avez vendu la France. Vous n'avez pas fait les maths. Même si je vous mets un taux de croissance de 5%, et 5% c'est énorme, hein. On ne sera jamais à 5%. Voyons ce qui se passe. Phase 1, collecter des slips. Phase 2, phase 3, profit. Bon, j'ai beaucoup parlé du système que vous proposez, et je pense que vraiment, c'est de la merde. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de Frio, et j'ai pas beaucoup parlé d'une alternative. Je voudrais vous montrer un truc, et que vos viewers voient ce que je veux montrer. N'importe quel impôt sera toujours injuste. Les impôts, c'est toujours de la merde. Tout simplement parce qu'ils interviennent après
que l'injustice ait été commise. Imaginons que on est dans une école, les CE2 ont eu un cours de cuisine et ils ont fabriqué des cookies. Au moment de la récré, chaque élève de l'école reçoit un cookie parce qu'ils ont été produits par l'école. Tous les élèves ont un cookie. Maintenant, il y a un grand CM2, il arrive, il pousse un petit CP et il lui prend son cookie. Le CM2, il a 2 cookies et le CP, il a plus de cookies. Et donc la maîtresse, elle arrive, elle prend le deuxième cookie du CM2, elle le gronde un petit peu, elle casse le cookie en deux, elle lui donne la moitié du cookie et elle rend la moitié du cookie au CP. Et là, on peut dire que le CM2 s'est fait imposer à hauteur de 25% de son patrimoine de cookies et le CP, lui, il se retrouve avec un demi-cookie. Et le CM2, il a toujours 3 fois plus de cookies que le CP qu'il a racketté. Et c'est ça l'impôt. C'est un truc qui vise à corriger une injustice. Prenons un autre exemple. J'ai travaillé pendant 30 ans. J'ai dépensé le prix d'à peu près 2 petites maisons en loyer. Le propriétaire que j'ai actuellement, il fait une collection de voitures. Tous les ans, je lui achète une nouvelle voiture. Je produis 1000 de valeur. Il en prend 400. Il se retrouve, lui, il produit 1000 de valeur aussi. Il se retrouve avec 1400 de valeur et moi, je me retrouve avec 600. Parce que, par le biais de la propriété lucrative, je me retrouve effectivement à devoir transférer une partie de la valeur que j'ai produite vers mon propriétaire qui détient la propriété lucrative de ma maison et qui en tire donc un bénéfice. Et après que cette injustice ait été faite, après que je me sois fait léser d'à peu près la moitié de la valeur que j'ai produite pour pouvoir payer mon loyer et que mon propriétaire s'est enrichi de la moitié de la valeur que moi j'ai produit, là, on vient lui demander 10%. L'impôt, il intervient pour corriger une injustice qui a eu lieu avant. Et donc, ce que je voudrais vous montrer, pour que vous compreniez ce qu'on propose avec Frio, je retire votre truc là. C'est fini, la charité, j'en veux pas. Je ne veux pas manger dans une cantine de merde et vivre dans un hôtel. Je veux avoir mon logement, je veux avoir une vie digne. Je retire 100% de l'impôt sur le patrimoine. J'en ai plus rien à foutre de votre impôt, je le retire. Pas d'impôt sur le patrimoine. La seule différence que je vais faire intervenir, la valeur produite par le pays, donc la croissance, la petite barre verte là, elle est captée par un mécanique de cotisation sociale. C'est-à-dire que c'est au moment où la valeur est produite, elle est mutualisée, elle est mise dans des caisses, et ces caisses-là ont comme fonction de redistribuer la valeur produite de manière équitable, égalitaire. Chaque personne dans ma population va toucher exactement la même somme qui sera l'équivalent d'un salaire à vie, par exemple. Alors, attention, dans Frio, on a encore des inégalités. Il y a des gens qui vont toucher plus, des gens qui vont toucher moins. Mais d'une manière générale, voyons l'idée. D'accord ? C'est-à-dire que là, on a retiré la propriété lucrative. Les plus gros patrimoines ne vont pas avoir un rendement plus important que celui des autres, puisque le rendement, il est capté par mes caisses d'allocation et il est redistribué à travers des mécaniques communistes comme le salaire à vie. Voyons ce qui se passe si je fais ça. Je lance le truc. Et là, on voit déjà que ma croissance, elle n'est plus bloquée. Par contre, mon indice Gini, là, vous voyez qu'il a déjà beaucoup diminué. En 37 ans, mon indice Gini, il a été divisé pratiquement par 2. Et si je continue, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde devient riche. Tout le monde devient riche. L'indice Gini s'effondre, littéralement. C'est-à-dire que tout ce que vous proposez vise à corriger une injustice après qu'elle ait été commise. Si on accepte l'idée qu'il faut corriger l'injustice avant qu'elle soit commise, on voit que immédiatement, tout est déverrouillé. Ça, c'est de la dignité. Ça retire la pauvreté. Une société qui fait rêver. Je n'ai plus besoin d'avoir des appartements de merde dans des hôtels communaux ou d'aller bouffer dans une cantine. Je peux acheter la maison que je veux. Et quand je dis acheter, on est d'accord que là, moi, je parle de propriété d'usage qui n'aura pas
d'héritage. Il y a plus de propriété lucrative. Parce que c'est la propriété lucrative qui crée les inégalités. C'est parce que des gens possèdent ma maison qu'ils ont le droit de capter la valeur que je produis pour s'enrichir à ma place. Elle est là, l'injustice primaire. C'est ça que vous cherchez à corriger avec des systèmes d'impôts qui vont verrouiller la croissance et rendre les gens plus pauvres sans rendre les pauvres plus riches. Et c'est pour ça que je pense que Frio, contrairement à ce que vous croyez, ça fait rêver les gens. Quand je parle de Frio à des gilets jaunes, quand je parle de cette idée-là, de récupérer la valeur produite, de la mutualiser et de la redistribuer de manière équitable, les gens qui sont dans la merde, les gens qui souffrent, les gens qui ont besoin de ça, ils le comprennent en fait ce que je dis. Ils le comprennent très bien. Et je vois bien que vous ne comprenez pas ça, parce que, soyons honnêtes, je ne vais pas vous traiter de bourgeois, d'accord? Je ne sais pas qui vous êtes, je ne connais pas vos vies, je ne connais pas votre sociologie et tout ça. Mais il y a un truc dont je suis absolument certain. C'est que quand vous fermez les yeux et vous vous projetez dans le monde idéal dont vous rêvez, vous n'êtes pas les gouttiers qui travaillent 40 ans. Vous n'êtes pas le bénéficiaire de votre système de biens vitaux. Quand vous vous projetez par l'imaginaire dans le monde que vous espérez créer, vous êtes ce type qui a une idée géniale, qui va monter une start-up et devenir millionnaire. La place que vous vous donnez dans le monde que vous voulez construire, c'est cette place-là. Moi, quand je me projette dans votre monde, je me projette comme bénéficiaire de votre système-là. Je me vois dormir dans votre hôtel de merde. Je me vois bouffer de la saloperie dans vos cantines et avoir honte de qui je suis, de ce que je fais. Quand je vois que le monde idéal que vous projetez, c'est ce monde-là, ça dit quelque chose de vous. Et si vous voulez absolument préserver tout ce système qui est absolument horrible, qui est un système dégueulasse, c'est parce qu'à l'intérieur de ce système-là, le rôle que vous vous accordez, c'est le meilleur rôle. Vous ne vous imaginez jamais être bénéficiaire du système que vous proposez de mettre en place. Vous ne vous imaginez jamais à la place de l'égoutier qui va travailler 40 ans dans un égout. Je ne veux pas ça pour moi. Ça n'est pas digne. Ça n'est pas digne. Si vous parlez de ça à des gilets jaunes ou à des gens qui sont bénéficiaires des Restos du Cœur, qui ont besoin de ce système-là, ils vous diront qu'ils n'en veulent pas. Je vais pas donner 300 € et me dire, bon bah écoute, ils ont pas réussi à manger, c'est leur problème. Donc, au lieu de tout le temps réévaluer l'argent que je leur donne pour leur dire, non mais vous auriez pu vous nourrir avec, vous avez mal géré votre truc, je leur garantis le besoin. Je garantis qu'ils peuvent venir manger. Un système dans lequel tu donnes de l'argent aux gens et tu leur dis que c'est à eux de se nourrir avec, invite naturellement le reproche que la faute est aux gens qui ont l'argent et qui le dépenseraient mal. Ça invite cette critique. Ça invite de mettre la cause sur l'usager. Cette critique est fausse. Cette critique est fausse, mais elle est invitée. Elle est invitée et elle est facile et elle sera utilisée par nos ennemis.